Jean-Claude Milner, relire la Révolution. Vous connaissez sans doute cette scène inaugurale de la Révolution française. Le 14 juillet 1789, Louis XVI entend parler de la prise de la Bastille et il demande « C'est une révolte ?» Le duc de Liancourt lui répond alors cette phrase restée célèbre « Non, sire, c'est une révolution ». Dans son dernier livre, Relire la Révolution, Jean-Claude Milner pose une question cruciale. Qu'est-ce que ce duc a voulu dire? Que voulait dire le mot révolution avant la Révolution française? Pour nous, individus du XXIe siècle, ce mot évoque Robespierre, Lénine, Mao, Castro, Guevara, mais pour un duc de 1789, qu'est-ce que cela pouvait signifier? Jean-Claude Milner va tout de suite comprendre qu'il y a deux définitions de la révolution. Une définition moderne, valable pour les révolutions russes ou chinoises, qui pose la révolution comme une émancipation de la nature par la politique. Et puis, il y a une définition plus ancienne, qui avait cours encore sous la Révolution française et qui signifiait presque l'inverse. Restauration d'un ordre naturel, restauration d'un état de liberté et d'égalité. Le livre de Milner va permettre de répondre à trois questions. Première question, que voulait dire le mot révolution en 1789? Deuxième question, à quel moment et comment le mot révolution a changé de sens pour prendre celui que l'on a connu au XXe siècle? Et enfin, troisième question, à partir de ces définitions, quelle est la spécificité de la Révolution française? Alors, que voulait dire le mot révolution en 1789? Eh bien, pour le comprendre, il faut en revenir à la culture et à l'éducation des hommes du XVIIIe siècle. Cette éducation était antique, classique, imprégnée des auteurs gréco-romains. Parmi les auteurs romains étudiés, il y avait un certain Polybe, et celui-ci avait une théorie très précise des révolutions et des régimes politiques. Il y avait trois régimes. La monarchie, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, l'aristocratie, le pouvoir de plusieurs, et puis la démocratie, le pouvoir de tous. Et à chaque régime correspond une version corrompue. La version corrompue de la monarchie, c'est la tyrannie. La version corrompue de l'aristocratie, c'est l'oligarchie. Et la version corrompue de la démocratie, c'est l'anarchie. La théorie de Polybe, c'est que l'on passe de l'un à l'autre dans une sorte de cycle infernal et sans fin. Alors, voilà comment fonctionne le cycle. Tout commence avec la monarchie. Le roi abuse de son pouvoir et devient alors un tyran. Il est renversé par un groupe d'individus qui instaure, deuxième régime, une aristocratie. Mais celle-ci finit aussi par se corrompre, car les aristocrates abusent de leurs privilèges et le régime devient une oligarchie. Elle est alors elle aussi renversée, par le peuple cette fois, qui refuse les privilèges que l'élite s'était accordés elle-même, et qui instaure, troisième régime, une démocratie. Mais le peuple finit par faire mauvais usage de son pouvoir, et le régime sombre dans l'anarchie. C'est le chaos, et pour restaurer l'ordre, le peuple accepte de confier le pouvoir à un homme fort, souvent un général. Cet homme fort, une fois l'ordre rétabli, sera acclamé comme un roi. C'est ainsi qu'un homme met fin à l'anarchie en rétablissant la monarchie, et le cycle peut recommencer, à l'infini. Alors, qu'est-ce que vient faire la révolution là-dedans? La révolution, c'est tout simplement l'intermède entre chacun de ces régimes. Par exemple, entre l'oligarchie et la démocratie. Ou par exemple, l'intermède entre l'anarchie et la monarchie. On peut maintenant comprendre ce que voulait dire le duc de Liancourt par « Non, sire, c'est une révolution ». Il voulait dire « La tyrannie de Louis XVI est finie, la monarchie corrompue arrive à sa fin, nous sommes en train d'instaurer une aristocratie ». Jean-Claude Milner va relire toute l'histoire de la Révolution française, d'où le titre de son livre, en partant de cette idée du cycle de Polybe, monarchie, aristocratie, démocratie. Et effectivement, les débuts de la Révolution française sont aristocratiques. Louis XVI est renversé, parce que tyran, et on donne le pouvoir à une bourgeoisie riche, qui elle seule peut élire et être élue. C'est ce qu'on appelait les citoyens actifs, alors que les autres, les citoyens passifs, n'ont pas le droit de vote. Et très vite, les révolutionnaires, les Barnave, les Touret, les Malouet, vont en appeler à terminer la révolution, c'est-à-dire à acter le changement de régime, à fixer une fois pour toutes cette aristocratie bourgeoise. Et le cycle se prolonge bien après 89. Dès 1792, Robespierre et les Jacobins accusent les Girondins, alors au pouvoir, d'être corrompus eux aussi, d'avoir trahi la Constitution. Ils estiment donc que la bonne aristocratie de 89 est devenue une mauvaise oligarchie, corruption. Il faut donc passer, d'après la théorie des cycles de Polybe, au stade d'après, la démocratie. Les Jacobins font alors alliance avec le peuple, qu'on appelle les sans-culottes, et renversent l'oligarchie. Ils instaurent une véritable démocratie, c'est la Constitution de 1793, qui proclame pour la première fois le suffrage universel masculin.
Mais vous le savez, la Révolution sombre ensuite dans la terreur, et puis certains diront dans la décadence, avec le Directoire. Mais aucun problème d'interprétation pour l'époque. Si on suit Polybe, si on suit sa théorie des cycles, c'est tout à fait normal. Nous sommes simplement en train de passer de la démocratie à l'anarchie. Et il est temps qu'un homme fort reprenne les choses en main et rétablisse la monarchie. Cet homme fort, on le connaît, il a existé, ce sera Napoléon Bonaparte. On voit donc que le schéma de Polybe colle parfaitement à l'histoire de la Révolution. Ce schéma a guidé les hommes de ce temps-là, qui interprétaient les événements incroyables auxquels ils assistaient à l'aune de cet auteur romain. Faire la Révolution, pour les révolutionnaires français, ça voulait dire participer à un temps politique cyclique, et ça voulait dire hâter le passage d'un régime à un autre à l'intérieur de ce cycle. Alors venons-en à la deuxième question. Pourquoi le terme a changé de sens et pourquoi les révolutionnaires russes et chinois ont une toute autre définition du mot révolution? La réponse s'appelle Louis XVI et Saint-Just. Effectivement, la fuite de Louis XVI à Varennes est incompréhensible d'un point de vue polybien. Ça ne rentre pas dans le schéma. Et du coup, un révolutionnaire va improviser, déclarer que Polybe est dépassé, qu'il faut revoir la théorie révolutionnaire. Et cet homme, c'est Saint-Just. Saint-Just, qu'on appelait l'archange de la terreur, va redéfinir la révolution comme une lutte perpétuelle contre la tyrannie des rois. Il abolit le cycle, il sort du cycle. Il n'y a plus de passage d'un régime à un autre, il n'y a qu'un combat éternel contre le mal incarné par la royauté. On passe donc d'un temps cyclique à un temps linéaire. L'objectif de la révolution, ça devient la création d'un monde nouveau où les tyrans auront été supprimés pour toujours. Les révolutionnaires russes et chinois vont reprendre tout cela à la lettre. Leur Louis XVI s'appellera Nicolas II dans un cas, ou le traître Liu Shaoqi dans l'autre. Les tyrans qu'ils combattront ne seront plus les rois mais les capitalistes et les impérialistes. Mais le schéma sera rigoureusement le même. Et c'est là qu'on arrive au troisième point et qu'on comprend ce qui distingue fondamentalement la Révolution française des autres qui l'ont suivie. Ce point, c'est que les acteurs de la Révolution française croyaient au cycle de Polybe, alors que les acteurs de la Révolution du XXe siècle croyaient au schéma linéaire de Saint-Just. Et c'est cette croyance en Polybe qui va permettre la grande invention de la Révolution française, qui lui est spécifique, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aucune déclaration de ce type chez les Russes et les Chinois. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, la réponse est le cycle de Polybe. Voici le raisonnement. Même si les régimes peuvent être différents, on l'a vu, monarchie, aristocratie, démocratie, eh bien tous, ils sont sujets à la corruption sous une forme dégradée, tyrannie, oligarchie, anarchie. Et les hommes des Lumières constatent que quel que soit le régime, il finit toujours par trahir les droits de ses citoyens, que ce soit les citoyens d'une monarchie ou d'une démocratie. Ils en déduisent par différence qu'il existe un type de droit qui vaut pour tous les citoyens de tous les régimes. Ces droits s'appellent les droits de l'homme. Et ils valent donc de tout temps et en tout lieu. Et si on les respecte, on peut éviter cette corruption de tous les régimes. On oublie souvent, mais la Déclaration des droits de l'homme de 1789 a été écrite dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, et effectivement, elle est toujours valable dans notre démocratie actuelle. Donc, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'apport fondamental de la Révolution française. Avec elle, il devient possible de se révolter contre les lois de sa propre cité au nom des droits de l'homme. À côté, les révolutions russes et chinoises font pas le figure. Elles n'ont été que des coups d'État ou des coups de force. D'ailleurs, tous les événements de la révolution russe ou chinoise se jouent sur la force. Lénine qui prend le pouvoir, Staline qui liquide ses concurrents, Mao qui déclenche la révolution culturelle. Au contraire, la révolution française se joue sur la parole. Même dans les pires moments de la terreur révolutionnaire, les décisions se prennent dans les assemblées, avec des discours, des votes et l'établissement d'une majorité. Rien n'est jamais joué d'avance, tout se joue au débat, à la délibération et au vote, même pour le pire du pire. C'est ce qui fait aux yeux de Milner sa supériorité et son actualité. Du coup, on peut interpréter ce livre comme une tentative de sauver la Révolution française des excès de ses épigones communistes, puisque cette Révolution française a produit les droits de l'homme et du citoyen, et ce n'est pas rien. Et on peut conclure avec la dernière phrase de l'ouvrage: « Rien n'efface la terreur, mais la terreur n'efface pas la déclaration des droits. »